On repart sur Vladimir Poutine et Donald Trump qui vont donc se rencontrer sans doute la semaine prochaine aux Émirats Arabes Unis. Probablement. Pour faire le point sur la guerre en Ukraine. Le problème, c'est qu'on doit négocier à trois dans cette affaire. Et que là, il n'y a que les Américains et les Russes. Est-ce qu'il va falloir que Donald Trump pèse de tout son poids sur Zelensky pour que ça aboutisse à quelque chose? Non, mais là, c'est une première phase. Ouais. L'idée qu'avait Donald Trump, c'était je rencontre Vladimir Poutine et ensuite, le lendemain, non, il y aura aussi Zelensky. Et c'est ce que Vladimir Poutine a refusé. Donc, première chose, est-ce que Trump aura la détermination à continuer à imposer la présence, pas ce jour-là, parce qu'effectivement, voilà, c'est les deux grands, on va symboliser l'image de nouveau le dialogue entre Washington et Moscou. Mais après, que toute discussion sur la paix se fasse évidemment en présence des Ukrainiens, voire d'une manière ou d'une autre des Européens. Et c'est là-dessus, ça va être un véritable test pour savoir si Trump a changé. Parce que rappelez-vous, au tout début, janvier, c'est je règle ça en 100 jours, j'envoie Vitkov donc à Moscou. Voire en 24 heures. Voilà, oui, ça c'est pendant la campagne. Ça, c'est pendant la campagne. Voire, ensuite, je fais un plan qui globalement reprend les attentes de la Russie. Trump était absolument scandalisé et surpris que Poutine l'ait refusé. Il l'a dit ouvertement, la Russie pourrait être riche, tellement riche, alors que finalement elle s'enlise dans cette guerre. Donc depuis, il a dit qu'il était déçu par Poutine, sans pour autant dire que c'était un bad guy. C'est un dur, mais c'est pas un assassin. Mais donc il a quand même un peu changé. Donc là, ça va être le véritable test pour savoir s'il a réellement changé et s'il est prêt à maintenir la pression. Alors la pression des sanctions peut être un peu perplexe, lui-même l'est. En revanche, par exemple, il y a d'autres moyens de pression, y compris celle de dire on va donner plus d'armes à l'Ukraine. Ouais. Non pas en les payant nous-mêmes, c'est toujours les Européens qui payent. Son électorat dit c'est pas notre guerre. Voilà, même si l'électorat, mais lui peut dire nous on donne les armes, c'est pas notre guerre, ce sont les Européens qui gèrent. Je vous fais réécouter Donald Trump hier soir justement. Votre deadline imposée à Vladimir Poutine pour un cessez-le-feu tient-elle toujours? Cela va dépendre de lui. Nous verrons ce qu'il a à dire. Cela va dépendre de lui. Je suis très déçu. Poutine a dit ce matin qu'il n'était pas enclin à rencontrer Zelensky. Il n'a pas accepté de rencontrer Zelensky pour que vous rencontriez Poutine. Non. Les Russes aimeraient me rencontrer et je ferai tout ce que je peux pour mettre un terme aux tueries. Le mois dernier, ils ont perdu 14 000 personnes. Toutes les semaines, cela représente 4 000, 5 000 personnes. Je n'aime pas les interminables attentes. Je pense que c'est une honte. Bon, et on sent bien que dans cette affaire, ça va être la relation d'homme à homme, Trump-Poutine. Je lis avec vous et je découvre avec vous cet article du Wall Street Journal qui revient justement sur les bisbilles entre les deux hommes. Donald Trump qui espérait énormément de Poutine et qui est déçu. Le Wall Street Journal qui révèle les détails de ses propositions, comment Trump et Poutine ont atteint un nouveau tournant décisif sur l'Ukraine et ce qu'ils pensent l'un de l'autre. En privé, Trump est furieux de ne pas avoir réussi à mettre fin à la guerre 200 jours après le début de sa deuxième présidence. Comme vous le disiez, Marc, il ne l'a pas caché. Trump et Poutine ont eu de multiples appels et transmis de nombreux messages par l'intermédiaire d'intermédiaires, justement. Et puis, les conversations entre Trump et Poutine durent parfois des heures en raison des longs monologues de Poutine. Trump, habituellement impatient et désireux d'intervenir, écoute attentivement. Bon, ça c'est intéressant de lire ça, ou en tout cas fait semblant. C'est possible. Ces derniers mois, le ton s'est refroidi. Un appel téléphonique en juillet a duré à peine 1 heure et manquait de la chaleur habituelle. Tout ça, c'est le Wall Street Journal qui cite des responsables Les monologues américains. de Poutine, témoins du côté des Français, sont redoutables. Des tunnels immenses où il refait toute l'histoire de la Russie et de l'URSS avant d'arriver dans le vif du sujet. Donc ceux qui avaient eu à le pratiquer gardent des souvenirs assez cuisants de ces interminables coups de fil. Alors, cela dit, les médias, petit à petit, commencent à lâcher ce que pourrait être un plan
acceptable ou discutable. Regardez par exemple ce média polonais qui révèle qu'il y aurait un plan en 3 points. Alors quels sont-ils ces 3 points ? On va les découvrir sur les propositions de Trump à Poutine. Une trêve en Ukraine, mais pas la paix. Une reconnaissance, et 4 points même, des acquis territoriaux. Fin des sanctions imposées à la Russie et retour à la coopération énergétique. Parce qu'on parle du business aussi, côté américain avec les Russes. Pas de garantie sur l'arrêt de l'expansion de l'OTAN et pas de suspension du soutien militaire à l'Ukraine. Ça, c'est la contrepartie. Ce serait acceptable, ça, pour tout le monde ou pas ? Oui, en fait, c'est un premier pas, en fait. La trêve, effectivement, c'est ce qui est visé par tout le monde. C'est sur ce quoi les gouvernants s'étripaient. Chacun voulant cesser le feu, mais avec ses propres conditions. Donc là, alors on parle de cesser le feu dans les airs, c'est effectivement quelque chose d'assez vicieux, parce que, effectivement, d'un côté, c'est bien parce que la population ukrainienne dans les grandes villes ne serait plus touchée par les bombardements russes, qui ont redoublé, décuplé ces mois derniers. On économiserait des vies humaines, oui. C'est ce que veut aussi Trump. Mais d'un autre côté, quelle est la seule arme pertinente de l'Ukraine ? C'est les bombardements en Russie, mais sur des objectifs militaires. Et si on laisse le front qui est actuellement dans le Donbass, entre les deux armées, continuer à exister, là, il y a quand même toujours une supériorité aérienne locale des forces russes. La preuve en est, c'est qu'on ne parle pas des bombardements des Russes hier, aujourd'hui, tout ça. Pourquoi ? Parce qu'ils ont lieu sur le Donbass. Ils ont lieu, y compris sur des objectifs, alors que les Russes disent militaires, mais qui sont sur les villes où il y a encore des personnes qui vivent, des civils qui vivent dans ces villes, dans ces fameuses villes comme Pokrovsk, éventuellement d'autres villes également comme Kramatorsk. Donc en fait, les Russes poursuivent leurs objectifs tactiques. Toujours, là-bas. Oui. Alors là, actuellement, les gens s'entretuent toujours là-bas. Mais si vous voulez, les Russes, actuellement, au niveau de leur situation militaire, elle est très favorable. Alors là aussi, il ne faut pas confondre les Américains, les Russes. La société américaine, elle ne permettrait pas le taux de perte qu'ont les Russes actuellement, ou qu'ont les Ukrainiens d'ailleurs. On est dans une société occidentalisée. D'ailleurs, la guerre au Vietnam, vous avez vu comment ça s'est terminé, les accords de Paris, les Américains ont bien fait retirer leurs troupes et ont laissé les Sud-Vietnamiens se débrouiller tout seuls contre les Nord-Vietnamiens, et 2 ans plus tard, Saigon tombait. Alors, si vous voulez, quand Donald Trump dit oui, j'aime pas voir les morts et tout ça, oui, on comprend bien, il est occidental, il est américain, il est attaché à la vie humaine, à la consommation, voilà. Chez les Russes... Les Ukrainiens aussi, oui, mais les Ukrainiens, c'est le problème... Les soldats sur le front, ils vont les chercher... Il faut quand même remarquer que leurs sacrifices sont quand même énormes. Donc, en réalité, c'est plus compliqué chez les Ukrainiens, parce qu'il commence à y avoir des voix dans l'opposition démocratique, M. Zelensky, pour lui dire bon, on serait quand même pas mal d'accepter un cessez-le-feu. Et là, on parle bien d'un cessez-le-feu. On ne parle pas de traité de paix. Et toutes les conditions semblent, a priori, acceptables par tous les partis. Sauf peut-être les Russes, en disant que les Russes ne veulent pas que les Ukrainiens reçoivent des armes. Oui, mais dans ces cas-là, comment garantir la sécurité de l'Ukraine ? Soit en envoyant des armes, soit en demandant aux Européens qui sont proposés de le faire, de constituer une force de garantie. Alors oui, sur le papier, c'est négociable. Mais ce qu'il faut se rappeler, vous parliez tout à l'heure de la Corée, de la guerre de Corée. Pendant la guerre de Corée, entre le moment où on commençait les négociations, pour mettre fin, c'est-à-dire qu'il y a été un carnage, et le moment où il y a eu même pas jamais un traité de paix, un cessez-le-feu sur le parallèle, c'était entre 2 ans et demi. 2 ans et demi, 3 ans. Et c'est la mort de Staline, d'ailleurs, qui a permis d'arriver à un accord. Donc, si vous voulez, les Russes, les Soviétiques avant eux, étaient des experts dans l'art de faire des négociations leurs, qui permettent de dire, regardez, nous sommes épris de paix, où il ne se passe rien, et où ils continuent à avancer sur le terrain. Or, le grand risque pour l'Ukraine, il est là. C'est-à-dire, on commence à discuter. Là, les thèmes que vous avez évoqués, effectivement, on peut les mettre sur la table. Aucun n'est acceptable dans l'État, mais aucun ne ferait bondir. Voilà, donc on peut en discuter. Mais le problème, c'est que pour le moment, Poutine est convaincu que sur le terrain, il continue d'avancer, même si, alors il a fait 2500 km² depuis le début de l'année, 3 fois plus que l'année dernière. Le prix humain est énorme, mais il continue. Donc c'est quoi ? Il gagne du temps ?
Il gagne du temps, absolument. On en parlait déjà quand il y avait ces premières négociations en Turquie. Personne finalement n'y croyait. Et tout le monde parlait de l'automne. On attend l'automne parce que pour Vladimir Poutine, c'est une opportunité quand même encore de grignoter du terrain. Et pourquoi pas effectivement prendre Pokrovsk ou encore Konstantinivka à côté de... L'exemple de la Corée du Sud est très important parce que dans la Corée, les Coréens du Sud, ils n'ont pas été invités à la table de négociation. C'est les Américains qui ont négocié à leur place contre les Coréens du Nord, qui étaient sponsorisés par les Soviétiques et par les Chinois. Ouais. Et donc, en fait, ceux qui sont pour la réunification de la Corée et qui ne reconnaissent pas ces restons c'est les sur Coréens du l'Ukraine, Sud. si vous voulez bien. Sur l'Ukraine, écoutez ce que dit Vladimir Poutine quand vous dites il veut gagner du temps et en tout cas, il dit une rencontre tête-à-tête avec Zelensky, pour l'instant, c'est niette. J'ai déjà dit à plusieurs reprises que je n'ai rien contre dans l'ensemble, c'est possible, mais certaines conditions doivent être réunies pour cela. Or, malheureusement, nous sommes encore loin de ces conditions. Bon, voilà, ça c'est clair. Dans tous les cas que ça va prendre des semaines, ces négociations. Et Donald c'est que le début, là. Lui-même, il a été interrogé, je crois que c'était hier, par des journalistes. On lui demandait, est-ce que vous pensez que Vladimir Poutine va vraiment faire des avancées ou est-ce qu'il se moque de vous encore une fois? Il a répondu, ça je pourrais vous répondre dans quelques semaines, j'espère avant. Mais on le sait, il va y avoir un délai de plusieurs semaines pour ces négociations. D'autant que Poutine, en plus, est assez rompu dans l'art de parler de Trump et donc il lui fera sentir à quel point il est un homme formidable, ce qui, avec Trump, marche toujours. Mais en admettant que les Américains acceptent les conditions que Poutine leur aura adaptées, changées dans la forme, mais dans le fond. Et puis, quand il aura accepté, en tant que président américain, c'est pour ça que Poutine ne veut pas de Zelensky tout de suite. Et bien ensuite, les Américains diront à Zelensky, maintenant tu signes. Maintenant tu signes. Et si tu ne veux pas signer, on te laisse tout seul. Notre équipe de Wiesbaden part. Notre aide militaire, il n'y en a plus. Tu te débrouilles avec les Européens. Ouais. Là c'est le début du chantage, là. Oui, mais comment il fait? Comment il a fait avec Ursula von der Leyen en Écosse? C'est du racket. C'est un racket. Enfin, je veux dire, on appelle ça comme on veut. Les relations c'est pas le Congrès de Vienne de 1815, ni voilà, c'est la méthode. En fait, Poutine l'a bien vu. Il veut d'abord obtenir un accord des Américains. Donc, il sera peut-être entouré de quelques conseillers, mais des gens comme lui, des gens, il s'embêtera pas peut-être d'avoir Rubio, je sais pas quoi. Et puis, il signera, il dira, OK, j'ai obtenu un super cessez-le-feu. Et puis, Zelensky qui dira, non, moi, ça me va pas. Tu fais avec ça, sinon... Et puis on va même te rajouter des droits de douane, ou on va te mettre des... Non mais voilà. Et ça, c'est les pouvoirs... Et c'est pour ça que Zelensky veut l'Europe. Fort avec les faibles et faible avec les forts. Zelensky veut l'Europe, mais pour faire un espèce de contre-poids. Surtout, dans la délégation russe, un homme très important, au-delà de Lavrov, au-delà de son conseiller diplomatique, c'est qui est le chef le patron du Fonds souverain russe. Dmitriev. Kirill Dmitriev, qui est le patron du Fonds souverain russe. C'est-à-dire que totalement, la dimension business, la dimension des affaires que Donald Trump espère pouvoir refaire avec la Russie, et là, directement, voilà. Ça, on va y revenir dans quelques instants, parce que justement, on a les déclarations de cet homme-là, et qui dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est le business, c'est vendre des terres rares aux États-Unis, c'est... voilà. Et ça, Trump est particulièrement réceptif là-dessus. Pour vous, c'est que le début d'un processus, ça peut prendre combien de temps maintenant ? Parce que ça fait plus de 3 ans, la guerre, quand même. Là, il serait temps de faire quelque chose. Le cessez-le-feu, il peut arriver très vite. Oui. Sur la bonne volonté des deux. Dès la semaine prochaine ? En admettant Parce que là, tout le monde est d'accord sur le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu aérien, il est facilement contrôlable. Ouais. Le cessez-le-feu total, c'est plus compliqué. Même terrestre, à la limite terrestre. Maintenant, avec les moyens satellitaires, on peut voir qui a violé le cessez-le-feu. Alors, si on le dit, on le dit pas, parce qu'il faut se méfier aussi. Non, mais les Américains peuvent très bien manager les deux de manière technique. Voilà, ils sont bien capables de faire la guerre en envoyant des missiles cruise et des missiles de croisière depuis chez soi, avec des agences qui font ça. Donc non, maintenant, ensuite, après le cessez-le-feu, c'est là que ça va commencer. C'est-à-dire que il faut que Zelensky accepte le cessez-le-feu. Et s'il ne l'accepte pas, c'est son droit. Il a derrière lui le peuple ukrainien. C'est là que ça va commencer. Deuxième point, Mais Zelensky a déjà accepté de le cessez-le-feu. Oui, non, mais pour lui, dans les conditions, sa condition pour commencer dans les conditions
qui auront été acceptés par Trump avec Poutine. C'est ça le problème. Si par exemple il dit voilà, tu fais reculer tes troupes de tel endroit, là, tu fais reculer tes troupes. Il va dire non, mais mes troupes, elles sont là. Je pense pas. Enfin, c'est toujours pareil. Les gens se sont battus avec des centaines de morts, des milliers de morts. Ils vont pas reculer ni d'un côté ni de l'autre. Donc c'est ça la difficulté. Maintenant, le problème de Zelensky, si vous voulez, c'est de faire en sorte que les Européens restent dans la boucle. Et notamment parmi les Européens, il y en a 3 d'importants. Les Allemands qui lui fournissent continuellement des moyens. C'est à bas bruit. Les Allemands font toujours les choses à bas bruit, sérieusement. Voilà. Les Anglais qui ont un rôle important, comme les Français, comme étant puissance nucléaire et membres du Conseil de sécurité. Parce qu'à partir du moment où il aura les deux, Trump va être embêté. Il ne voudra pas être Pékin de prestige vis-à-vis de Poutine. Parce que les Chinois, s'ils voient que Trump se laisse berner par Poutine, eux, ils vont y aller sur Taïwan. Hein. Ils vont dire, eux, si vous voulez, la conquête de Taïwan et eux, ça ne va pas leur poser. Ils parlent de la bande de Gaza aux Israéliens, mais eux, ça ne va pas leur poser de problème. Le jour où ils débarqueront à Taïwan, ils prendront contrôle de l'île de Taïwan comme ils ont pris contrôle de Hong Kong. En se disant, Trump est faible, il s'est fait balader par Poutine, évidemment. C'est là tout l'enjeu pour Trump, c'est de ne pas être ridiculisé, d'être pris au sérieux par le reste des acteurs qui sont assez discrets de la scène internationale, y compris les Indiens, y compris d'autres. Et faire mentir l'acronyme TACO, Trump's Always Chicken Out. Trump recule. L'ours dégonfle. Bon.